Quoi? Encore un misérable humain qui s'est perdu? Je voulais dire, bienvenue à toi, illustre inconnu. Tu viens chercher ta dose d'horreur, c'est ça? Foutu toxico. Bien, installe-toi, j'ai ce qu'il te faut. Mais je dois te prévenir, légalement, que mes histoires sont hautement addictives et peuvent provoquer des effets secondaires comme une soudaine angoisse, des cauchemars éveillés ou un sommeil subit chez les plus malpolis d'entre vous. Mais assez parlé. Laisse-moi te conter l'histoire de deux frères que tout opposait et d'un gouffre maléfique renfermant un mystère des plus étonnants. Le gouffre démoniaque. Chapitre 1. Le deuil. C'était un bel enterrement. Papa aurait apprécié. Mordred, le fils cadet, sortait de la salle commune du village de Sizun, lieu choisi pour le repas funéraire de son défunt père. Il aurait surtout apprécié ne pas voir tous ces vautours tourner autour de sa carcasse encore tiède. Qu'il repose en paix, répondit Yann, encore agacé d'avoir dû partager sa table avec des charognards. Yann, le grand frère, marchait d'un pas déterminé malgré le froid mordant de cette nuit de septembre. « Tu es dur, Yann. Les cousins sont simplement venus lui rendre hommage. »« Tu es naïf, petit frère. Ils sont juste venus tâter le terrain, voir si les deux fils seraient moins têtus que leur paternel, qui leur a ri au nez à chaque fois qu'ils ont tenté d'acheter nos terres. Crois-moi, ils en ont eu pour leur argent. Ces parasites ont osé me sortir le couplet de l'entraide familiale. C'est pour te rendre service, mon cher cousin. Sans ton père, la charge de travail vous sera insurmontable. » Et ils n'ont pas tort dans un sens, rétorqua Mordred, la voix hésitante. Yann, qui marchait devant, s'arrêta net. « Ah bon? Et ils étaient où, tes gentils cousins, les 6 derniers mois, quand papa était alité et qu'on besognait pour 4 pour faire tourner la ferme? Pas une visite, pas même un coup de fil pour prendre des nouvelles. Non, qu'ils aillent au diable, on n'a jamais eu besoin d'eux et c'est pas prêt de changer. » Yann reprit sa marche et s'apprêta à sortir du village pour prendre le chemin de la ferme familiale. Mordred accéléra le pas pour rattraper son grand frère, de 5 ans son aîné. Il l'observa de dos, sa carrure imposante forgée par le travail acharné et ingrat de la ferme. Plus les années passaient, plus leur différence s'accentuait. Physique tout d'abord. Yann était le portrait craché de leur père, avec des cheveux bruns courts légèrement bouclés et une carrure de bœuf aux hormones. Malgré son mètre 73, Yann en imposait. Un corps forgé par la terre, pour la terre. Une vraie force de la nature, sur qui même le climat rude de la région ne semblait pouvoir ébranler la détermination. Son frère, maintenant âgé de 33 ans, lui avait toujours fait penser à un mégalithe, derrière lequel il s'était réfugié tout au long de sa vie, le protégeant des fortes bourrasques de la vie sans jamais flancher. Mordred, lui, avait pris de sa mère, plus grand que son aîné, mais aussi plus frêle. Ses yeux bleus, couleur tempête, se cachaient derrière de longues mèches blondes couleur blé. De nature fragile, il tombait souvent malade, comme si son corps même rejetait cette région au climat difficile et sans concession. « Yann, attends, tu veux déjà rentrer ?»« Pourquoi? Tu voulais aller où ?» répondit son frère encore en proie à l'agacement. « J'avais pensé aller au pub, nous descendre quelques pintes et nous remémorer papa, juste toi et moi. » Yann s'approcha de son frère cadet qui le dépassait d'une bonne tête et posa affectueusement sa main gauche sur son épaule. « Mo, ça aurait été avec plaisir, mais tu sais que la terre n'attend pas. Oui, je sais, Yann. Avant d'être ton dicton, c'était celui de papa. Et regarde où ça l'a mené. Il faut que tu apprennes à relâcher la pression de temps en temps, ou tu vas finir comme lui, dit Mordred d'un ton mêlant inquiétude et agacement. Ne t'inquiète pas, petit frère, j'en ai encore sous le coude, rassura Yann en contractant son biceps gauche, laissant apparaître les contours d'un bras excessivement musclé. Mordred sourit, l'air irrité. Mais il n'y a pas que ça, je voulais te parler ce soir. Te parler sérieusement. Le sourire taquin de Yann s'effaça instantanément. Tu veux remettre ça? Vraiment? Tu penses que c'est le meilleur moment pour parler de tes petits rêves égoïstes? Mais non! Enfin, oui. Je voulais te parler de ça, mais aussi d'une proposition en or que cousin Eric nous a faite. Il veut racheter le terrain pour faire une sorte d'hôtel. Le tourisme se développe énormément dans la région. Le folklore breton est à la mode et... Cousin Eric? Tu as parlé à ce serpent dans mon dos? Le visage de Yann se referma brusquement et ses yeux bruns foncés devinrent noirs de colère.
Comment as-tu pu me faire ça? Mon propre frère! Mais arrête! Je n'ai fait que parler, rien de plus. J'ai même réussi à négocier un bon prix avec lui pour la ferme et les terres. Et un poste de gérant d'hôtel pour toi. Fini de se lever à 4h30 pour traire les vaches et s'occuper du bétail. Fini les longues journées à travailler les champs. Tu pourrais enfin profiter de la vie, Yann. Oh, je vois. Tu as fait tout ça rien que pour moi. Ça n'a rien à voir avec tous tes rêves de partir à la capitale pour devenir acteur, ou je sais pas quel rêve à la con tu as en ce moment dans ton petit crâne d'ingrat. Les larmes commencèrent à rougir les yeux de Mordred, pris au dépourvu par la perspicacité de son grand frère. Oui, c'est vrai que ça me permettrait enfin de me tirer d'ici, Yann. C'est pas faute de t'avoir proposé 100 fois de quitter ce trou paumé ensemble. J'en peux plus de cette vie. J'en peux plus ne serait-ce que d'imaginer traire ces foutues vaches jusqu'à ma mort. Ça ressemble à l'enfer pour moi. Tu comprends ça? Je comprends que tu étais tenu jusqu'à maintenant. Mais papa est mort, Yann. Tu comprends? Tu lui dois plus rien. Yann s'approcha subitement de Mordred et lui empoigna violemment le col des deux mains. Je ne suis pas un foutu réceptionniste. Je suis paysan et fier de l'être. Ces terres appartenaient à notre arrière-grand-père, qui les travailla jusqu'à sa mort pour les léguer à notre grand-père, qui fit la même chose, jusqu'à rendre son dernier souffle. Pour ensuite les léguer à notre père, qui laissa lui aussi sa vie. C'est ça mon travail. Et quoi que tu en penses, je remercie le ciel chaque jour de cette bénédiction. Et je finirai dans les abîmes de l'enfer avant d'être celui qui brisera notre héritage. Alors entends-moi bien, petit frère, parce que je me répéterai pas. Si tu veux tout abandonner pour aller faire le clown chez les grands de ce monde, je te retiens pas. Je me démerderai tout seul, on va pas se mentir, t'es malade 1 mois sur 3. Ça changera pas grand-chose à ma besogne. Encore un truc que t'as pris de maman en plus de ses rêveries farfelues d'artiste. Mais si tu décides de te tirer, tu te démerdes tout seul. Je vendrai pas 1 mètre carré de terrain à qui que ce soit. C'est clair pour toi? Les larmes de Mordred se stoppèrent net quand Yann mentionna leur mère, du dédain dans la voix. Elle était morte des suites d'une longue maladie quand il avait à peine 12 ans, et son monde s'était écroulé avec elle. Elle était la seule à le comprendre, la seule à voir en lui cette lumière qui ne demandait qu'à briller. C'est très clair, Yann. Tu peux me lâcher maintenant, répondit Mordred, d'un ton calme et monolithique. Yann lâcha prise, secoué par le changement d'attitude soudain de son frère, qu'il n'avait jamais vu comme ça. L'espace d'une seconde, il crut voir en lui un autre qui lui inspira de la crainte. « Fais ce que tu veux de ta soirée, moi je rentre me pieuter. Demain je dois commencer à semer le blé d'hiver. » Yann s'enfonça dans la nuit brumeuse par le petit chemin de terre qui menait à la ferme, sous le regard froid et mystérieux de Mordred, qui en cette nuit de deuil vint à l'évidence. Sa liberté trop longtemps attendue, il l'obtiendrait, quel qu'en soit le prix. Chapitre 2. Le réveil. Et voilà, mesdemoiselles, traite, nourrie et inspectée pour la journée. Pas de pâturage pour vous aujourd'hui. Mon feignant de frangin doit encore être en train de cuver sa biture. Et je dois aller labourer les champs pour commencer les semis. Yann eut un pincement au cœur quand il réalisa soudainement qu'il ne partagerait plus jamais ces moments avec son père. Non pas que son paternel fût du genre bavard, mais le simple fait de s'occuper du bétail en sa présence l'avait toujours rendu heureux. Son père était son modèle, un homme fort, dur, fiable et fier comme la Bretagne. Jamais un mot pour ne rien dire, jamais un pas ou un geste superflu, jamais une plainte. Il était mort comme il avait vécu, silencieux et digne. Il était bientôt 9h du matin, en cette matinée du 13 septembre, et la brume commençait à se lever. Le soleil, timide comme à son habitude, peinait à percer l'amas de nuages gris qui recouvrait le ciel, sombre cadeau envoyé par les vents marins, rappelant constamment aux locaux que, même s'il était loin des yeux, l'océan restait maître de leur humeur. Yann prit la direction du hangar agricole. Il était temps de sortir Johnny de son long-sommeil. Le tracteur familial modèle John Deere 615R, son 3e fils comme l'appelait son père. Les deux frères en étaient parfois jaloux, quand ils surprenaient leur paternel, d'habitude laconique, lancer de grands monologues à Johnny, qui avait l'avantage de savoir écouter sans jamais contrarier. L'engin démarra comme si de rien n'était, malgré plusieurs semaines au repos. Rien de surprenant. Son père en prenait soin comme une mère choyait son nouveau-né. Il avait fait promettre à son aîné, sur son lit de mort, de continuer méticuleusement à l'entretenir, car l'équilibre tout entier de leur ferme en dépendait. Yann fut surpris de voir soudainement son frère apparaître à l'entrée du hangar,
le visage pâle et les cheveux en bataille. Yann hurla par-dessus le bruit du moteur en marche pour se faire entendre. « Je vais au champ. Si t'es pas attendu au César, tu serais gentil d'emmener le troupeau au pâturage. Elles sont déjà assez déboussolées comme ça pour qu'on les prive en plus de leur balade quotidienne. » Mordred tenta de répondre à son frère, mais le bruit du moteur et le faible ton de sa voix rendaient toute conversation impossible. Yann détestait quand son frère faisait ça, comme s'il venait de débarquer à la ferme et que le temps était une denrée inépuisable que l'on pouvait gaspiller à volonté. Il finit à contre-cœur par couper le moteur du tracteur. « Tu sais bien que je t'entends pas quand le moteur est allumé et que tu parles comme un timide. Tu peux pas te contenter de faire ce que je te dis ?» Je disais, tu n'as pas vu Lucky ? J'en sais rien où il est ce foutu clébard. T'en fais pas pour lui. Il doit être en train de vivre sa meilleure vie quelque part pas loin. T'as une sale gueule. T'as bu jusqu'à plus soif hier soir ? J'étais au Saint-Hubert. Tu connais la taulière. Elle a voulu noyer mon chagrin jusqu'au petit matin. C'est limite si elle m'a pas retenu en otage. Pauvre de toi. De la bonne bière à l'œil et à profusion. Et une poitrine chaude et généreuse pour sécher tes larmes. Bon, c'est pas tout ça. Mais les parcelles vont pas se labourer toutes seules. J'attends rien de toi. Quand t'auras fini avec le bétail, tu pourras te recoucher. À plus. Papa est mort. Je ne pense pas qu'il m'en voudrait pour hier soir. Tu sais, il ne te regarde plus. Tu n'as plus besoin de jouer au dur pour l'impressionner. Yann fut estomaqué par cette remarque incisive de son jeune frère, qui d'habitude fuyait le conflit comme la peste. Comme tu dis, papa est mort. Et cette ferme ne va pas tourner toute seule. Si tu veux continuer à bouffer 2 repas chauds par jour, je te conseille de faire ce que je te dis sans discuter. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, et j'attends du monde dans la matinée. Je ne serai pas disponible. Du monde ? Interrogea Yann, d'un ton apeuré, pour qui recevoir des gens était si peu habituel que le simple fait d'imaginer la scène le terrorisait intérieurement. Oui, tu sais, du monde. Des gens qui parlent et qui pensent par eux-mêmes, avec qui il faut interagir, discuter, écouter. Tu devrais essayer de sociabiliser ailleurs qu'aux enterrements et aux fêtes locales. Ça te changerait des vaches, grand frère. Mordred parla à Yann sur le même ton qui le décontenança la veille. Quelque chose avait changé de l'attitude de son frère. Quelque chose qui l'inquiéta profondément. Yann ne releva pas la front et l'interrogea. « Qui tu as invité chez nous ?»« Le cousin Eric et son associé. Ils viennent jeter un coup d'œil à la propriété et à nos terres. »« Mais tu te fous de moi ? Qu'est-ce que je t'ai dit hier soir ? Je ne vendrai jamais le moindre lopin de terre à qui que ce soit, et encore moins à ce voleur d'Eric. Ce sont mes terres et... » « Nos terres, Yann. Ce sont nos terres. Tu étais chez le notaire avec moi, il me semble. La succession de papa est pourtant claire. Cette ferme et les terres nous reviennent à nous deux, à parts égales. Et ces dernières volontés précisent bien qu'il souhaitait plus que tout que nous ne vendions jamais la ferme et que nous perpétuions l'héritage familial. Que tu le veuilles ou non, Mo, nous sommes agriculteurs, fils d'agriculteurs, et c'est pas prêt de changer. Yann, du sommet de son tracteur, cracha un gros molar au sol, comme pour appuyer ses propos. Mordred, en réponse, lui lança un sourire mystérieux. « Nous verrons bien, mon frère. Bon, je vais me préparer pour recevoir nos invités. Tâche de garder les yeux ouverts, de ne pas écraser ce bon vieux Lucky au cas où il aurait décidé de jouer sur la parcelle. » Mordred rebroussa chemin en direction de la ferme. Yann remarqua qu'il avait troqué sa démarche courbée et hésitante habituelle pour un pas assuré et dynamique. Il était clair que quelque chose s'était passé hier soir. Quelque chose qui avait transformé son petit frère craintif en un jeune homme empli de confiance et d'ambition. Yann redémarra le véhicule agricole et prit la direction du champ qui allait occuper sa journée de labeur quand il sentit une sueur froide parcourir son échine. Il se retourna et vit au loin, sur le pas de la porte, son frère immobile, l'observer. Il aurait juré qu'un sourire malveillant habitait son visage, mais à cette distance, il se convainquit que son esprit devait lui jouer des tours. « Arrête de te faire du mouron, se rassura-t-il. La mort de papa l'a peut-être changé en homme après tout. Mais ça reste ton petit frère, tu le connais. Il n'osera rien faire qui pourrait te nuire. » Chapitre 3. Le gouffre. Bon, c'est l'heure de manger, j'ai pas chômé. Yann se félicita devant la masse de travail abattue. Sa parcelle était labourée, déchaumée et fertilisée. Après un bon repas, il pourrait commencer à semer le blé d'hiver. Il quitta son tracteur et prit le chemin de la ferme, situé à quelques centaines de mètres, quand il aperçut à l'horizon un Land Rover rouge arrivant à pleine vitesse sur ses terres. Il se rappela alors, agacé, de la visite prévue de son cousin Eric et de son associé. « Merde, je les avais oubliés celui-là. Il va réussir à me gâcher mon repas, pesta Yann à mi-chemin.
Mordred sortit accueillir son cousin et son associé. « Bonjour messieurs, bienvenue. »« Cousin Mordred, quel plaisir de te revoir !» Eric, un enfant du pays du même âge que Mordred, s'approcha tout sourire de son cousin, les bras grands ouverts, ses bottes en caoutchouc vert kaki contrastant vulgairement avec son costume gris chic anthracite. « Je te présente Jean de la Feuille, mon associé et accessoirement mon avocat. » Jean, le teint blanc comme l'écume, début de quarantaine, petite calvitie, arborait un costume noir et une chemise blanche. Néanmoins, il avait fait l'effort d'assortir ses bottes à sa tenue. « Enchanté, Jean. » Mordred salua d'une poignée de main timide l'associé de son cousin, qui lui renvoya un sourire crispé, peu habitué aux familiarités précoces et à l'évidence pas à son aise en milieu rural. « Bon, tu as pu parler à ton ours de frère, comme je te l'avais suggéré ?» interrogea Eric. Oui et non. D'ailleurs, je ne lui ai pas dit que j'étais avec toi au pub hier soir. Alors n'en parle pas. »« Je vois, » répondit Eric, avec un sourire en demi-teinte, qui laissait entendre qu'il avait compris dans quelle situation délicate il s'immisçait. « Nous sommes là pour visiter la propriété, essayer de faire entendre raison à Yann. Crois-moi, Mordred, je fais ce métier depuis 5 ans maintenant, et j'ai appris une chose. Tous les hommes ont un prix. » Le sourire carnassier d'Eric rassura Mordred. S'il y avait bien une personne qui pourrait l'aider à gagner sa liberté, c'était bien lui. « Salut cousin, on vient saluer le petit peuple ?» Yann surgit dans leur dos, prenant le petit groupe par surprise. « Oh, bonjour cousin, je ne t'ai pas entendu arriver. Encore toutes mes condoléances pour ton père, Yann. Je n'ai pas eu le temps de te les présenter hier soir, mais sache que je sais ce que tu traverses. Quand mon père est décédé il y a 5 ans, Tu t'es empressé de revendre l'héritage familial pour devenir le plus célèbre nain rouge de toute la région. La peinture de ta voiture, c'est le sang de tes victimes, ou t'aimes juste attirer l'attention ? » Eric ricana nerveusement, mais ne perdit rien de son sourire commercial. « Nain rouge, elle est très bonne celle-là. J'avais complètement oublié ce conte pour enfants. Mais j'en oublie tous les usages. Je te présente mon associé avocat, Jean de la Feuille. »« Bonjour monsieur, mes plus sincères condoléances pour votre père. » Monsieur de la Feuille tendit une main hésidante vers Yann, qui le regarda droit dans les yeux sans bouger d'un pouce. « Merci, mais rangez votre mouchoir. Si mon père était encore de ce monde, il vous aurait botté le cœur de ses terres. Il avait un petit problème avec les gens de votre profession. » Jean de la Feuille se décomposa devant tant de familiarité mal placée et ramena sa main le long de son corps, le visage soudain rougeâtre. « Yann, un peu de respect pour mes invités !» s'exclama Mordred entre gêne et agacement. Eric s'esclaffa hypocritement et reprit les rênes de la conversation. « Mon cher cousin, nous venons ici en amis. Ton frère m'a émis l'idée qu'il serait intéressé à vendre sa part de votre héritage, et je venais simplement me faire une idée des lieux car je pourrais éventuellement être intéressé par cette opportunité. Tu sais, le secteur s'ouvre de plus en plus au tourisme. Les citadins cherchent des coins de retraite atypiques, fuir la grande ville l'espace d'une semaine ou deux, retrouver le grand air, explorer ces terres empreintes de mystères et de légendes. J'ai plusieurs projets d'hôtels à taille humaine dans la région, et mon instinct me dit que votre ferme familiale ferait un incroyable emplacement pour un 3 étoiles ou peut-être une maison d'hôte. »« Je suis heureux que notre ferme t'inspire autant de grandes choses, mon cousin, » répondit Yann, un sourire nerveux aux lèvres. « Mais même si mon crétin de frère décidait de vendre sa part, tu perds ton temps. Je te vendrai jamais la mienne. Il existe des procédures légales qui permettraient à votre frère de forcer la vente avec ou sans votre accord. Mais le prix que vous tireriez de votre bien en serait grandement réduit, » intervint Jean de la Feuille, le ton suffisant et l'air satisfait. « Et moi j'ai quelques outils dans mon hangar qui pourraient vous réduire tout court, le col blanc, » riposta Yann, qui avait déjà dépassé son quota de bienséance journalier. Monsieur de la Feuille recula d'un pas, l'air outré. « C'est une menace ? Savez-vous seulement à qui vous vous adressez ? » ?»« Allons, messieurs, nous n'en sommes pas là, » s'interposa Eric, qui fit habilement redescendre la tension. « Cher cousin, je comprends que notre présence t'importune, mais tu dois aussi accepter que ces terres appartiennent aussi à ton frère, et qu'il est dans son bon droit de nous les faire visiter. Je ne te demande pas plus d'1 heure de ton temps, et tu sais quoi ? Je ne te demande même pas de nous faire le tour du propriétaire, Mordred s'en chargera. Laisse-nous visiter, et si je suis intéressé, laisse-moi juste vous faire une proposition, en souvenir de nos pères, qui étaient frères, je te le rappelle. » Yann se tut et se tourna vers Mo, qui le regardait l'air suppliant. Il avait retrouvé ses traits timides d'enfant rêveur. Yann s'en voulait encore de s'être disputé avec lui, et il était persuadé qu'il pouvait encore lui faire entendre raison. Il lui fallait lâcher du lest et changer de stratégie.
Très bien. J'accepte, pour mot. Et j'accepte parce que la terre sous les pieds des 4 hommes se mit à trembler légèrement, et les vaches dans l'étable proche se mirent à beugler en chœur de terreur. « Mon Dieu! Un tremblement de terre !» s'écria l'avocat apeuré. « Calmez-vous, répondit calmement Yann. Ce n'est rien. Il n'y a jamais de tremblement de terre par ici. »« Justement, s'écria Jean de la Feuille. Ça doit être les échos d'un bigouane. Oh mon Dieu, nous allons tous mourir !»« Enfin, ressaisis-toi, Jean. C'est à peine si la terre tremble, s'énerva Eric. La légère secousse s'arrêta au bout d'une quinzaine de secondes. Yann tendit une main, le sourire moqueur, à Monsieur de la Feuille qui s'était retrouvé à 4 pattes, repeignant à moitié son joli costume de terre humide. L'associé, rouge de honte, conscient de son moment de faiblesse plus que gênant, repoussa la main de Yann et se releva, non sans peine, par ses propres moyens. Mordred lança un regard inquiet à son frère. « Qu'est-ce que c'était, Yann ?»« Je suis pas un expert, frangin, mais je dirais qu'on vient d'expérimenter notre premier tremblement de terre. Si j'avais su, j'aurais pas perdu mon temps à labourer ce matin, » plaisanta Yann. Eric se retourna vers la ferme et commença à inspecter les murs. « Que fais-tu, cousin Eric ?» demanda Mordred. « Il vérifie si les murs de son futur non-investissement ont tenu bon. Tu ne perds pas le nord, cousin. » Eric, embarrassé, ricana nerveusement. « Déformation professionnelle, cher cousin. Que veux-tu ? J'aime profondément mon travail. En tout cas, vous pouvez être assuré. C'est de l'ouvrage solide, pas une fissure apparente. » Bon mot. Je te laisse faire le tour du proprio à tes 2 invités. Je vais m'assurer que le troupeau va bien avant d'aller casser la croûte, au cas où le bigouane aurait fait des ravages, lança Yann avec un sourire moqueur à de la Feuille, qui fit semblant de ne pas entendre la pique acerbe de l'agriculteur. Un aboiement nerveux provenant de la parcelle fraîchement labourée se fit entendre au loin. Lucky, un berger australien aussi intelligent que têtu, arriva à toute vitesse vers le petit groupe en aboyant nerveusement. « Qu'est-ce que t'as, mon chien ?» Mordred, qui considérait ce chien comme son autre frère, sentit tout de suite que celui-ci avait un comportement anormal. Quelque chose l'inquiétait. « Il a simplement eu peur de la secousse, » rassura Yann. Lucky attrapa Mordred par la manche et le tira de toutes ses forces, comme pour l'inviter à le suivre. « On dirait qu'il veut que je le suive, » rétorqua Mordred. « Allons jeter un œil, on sait jamais. » Bon, eh bien, commençons la visite par les parcelles, après tout. Qu'en dis-tu, Jean ? Proposa Eric. Jean répondit par l'affirmative, et les 3 hommes suivirent Lucky, bientôt rejoint par Yann, qui connaissait le don de son frère pour comprendre ce satané chien. Le chien s'arrêta net derrière le tracteur laissé au milieu du champ plus tôt par Yann. Mordred arriva en premier sur les lieux et lança un juron d'étonnement. « Stop ! N'avancez plus !» Dos au groupe, Mo se stoppa net et leva la main au ciel pour signaler aux autres de s'arrêter. Les 4 hommes n'en revenaient pas. À quelques mètres devant eux, un gouffre abyssal, parfaitement circulaire, d'environ 3 mètres sur 3, avait surgi des entrailles de la terre, tel un puits obscur sans fond. Les 4 hommes restèrent silencieux devant les ténèbres du gouffre. Le ciel couvert commença à gronder. Un orage se formait, et bientôt la pluie tomba en trombe sur le groupe, encore subjugué par ce trou noir venu d'un autre âge. Chapitre 4. Folie contagieuse. Les 4 hommes, sous l'orage qui gagnait en puissance, restèrent silencieux devant le gouffre, comme hypnotisés par la noirceur qui s'en dégageait. Yann fut le premier à rompre le silence. « C'est quoi ce bordel ? Comment ce trou a pu jaillir au milieu de mon champ ?»« Je ne sais pas, je n'ai jamais rien vu de pareil, » répondit Mordred sans quitter des yeux le gouffre. « C'est incroyable, » renchérit Eric, qui observait les abîmes, les yeux exaltés, un sourire carnassier défigurant son visage. « C'est une opportunité en or !»« Comment ça ?» interrogea Yann, qui dut donner de la voix pour se faire entendre. L'orage se trouvait pile au-dessus des 4 hommes, grondant furieusement et crachant une terrible pluie amplifiée par le vent. « Oui, cousin, une opportunité en or. Ce gouffre va devenir l'attraction numéro 1 de la région. Non, que dis-je, du pays même. Imagine combien de milliers de touristes chaque mois seraient prêts à payer pour jeter un œil dans le puits sans fond. » Très joli nom, renchérit Jean de la Feuille, qui observait fixement la cavité obscure. On pourrait construire une bâtisse autour et faire payer l'entrée facilement 20 €. Non, 50 € même.
Le monde entier se bousculerait pour observer ce cercle parfait qui mène Dieu sait où. Sans compter le merchandising, reprit Eric, qui semblait soudain possédé par la fièvre de l'or. On oublie les maisons d'hôtes. Oui, on va construire un immense complexe hôtelier autour du puits sans fond. Un hôtel 3 étoiles. Non, 4 étoiles. 200 chambres minimum. Et 2 restaurants. Non, 3. Et des boutiques de souvenirs et... Mais tu as complètement pété un câble, Eric. C'est encore chez moi ici. Et la seule chose qu'on va faire, c'est reboucher ce satané trou pour qu'on puisse enfin reprendre le semis. Mais de quoi tu me parles, foutu gueux? Eric décrocha son regard du trou noir pour plonger dans les yeux de Yann, qui recula d'un pas, pris de stupeur à la vue de son cousin qui semblait possédé. Tu me parles de semis? Vraiment? Moi, je te parle d'une opportunité en or qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Regarde! Mais regarde! On dirait l'entrée du royaume des enfers. Des millions de touristes chaque année seraient prêts à dépenser des fortunes pour observer ce cadeau de la nature. Et ça tombe sur nous! Et toi, tu me parles de champs? Ton cousin a raison, Yann, ajoute l'avocat qui, sous l'émotion qui lui provoqua la perspective financière du gouffre, en délaissa son vouvoiement habituel. Il se rapprocha lentement de Yann en continuant sa diatribe. Et je suis sûr que Eric et moi serions prêts à reconsidérer notre offre. Oublions l'achat des terres. Associons-nous! 4 partenaires. Dans quelques mois, nous serions millionnaires. Et dans quelques années à peine, plus riches que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Oui, tout à fait, confirma Eric, qui commença lui aussi à se rapprocher de Yann, qui se tenait à 2 mètres du gouffre. Je vous prends comme associé, toi et ton frère. Tu pourras t'acheter tous les champs et toutes les vaches dont tu as toujours rêvé, cousin, si c'est ça qui t'amuse. Ton père serait tellement fier de toi. Je t'en supplie, Yann, ne gâche pas cette occasion unique. Dis-lui, Mordred, dis-lui! L'orage s'intensifia à mesure que la folie s'emparait des 2 hommes d'affaires. Le vent commençait à souffler si fort que les 2 compères qui se rapprochaient de Yann peinaient à avancer, rendant leur démarche hasardeuse. Et ils ont raison, Yann. Pourquoi t'entêter à ce point? Renchérit Mordred, l'esprit à son tour embrasé par les mots des 2 hommes d'affaires. On a une occasion inespérée de devenir riche à millions. Il te suffira de racheter des terres et du bétail si c'est ce que tu veux à tout prix. Ne gâche pas notre chance, je t'en supplie. Lucky vint se mettre au pied de Yann et commença à aboyer furieusement sur Eric et Jean qui se rapprochaient de lui. Yann se sentit soudain en danger. Il prit conscience que les 2 hommes en face de lui n'étaient pas dans leur état normal. Ils se rapprochaient dangereusement de lui et il ne pouvait plus reculer sous peine de tomber dans les abîmes de la discorde. Le tonnerre gronda de plus belle et la pluie redoubla d'intensité. Lucky continua instinctivement à aboyer et grogner, conscient d'un danger imminent. « Faites pas un pas de plus, ou je vous dévisse la tête !» Yann se mit en garde, les 2 poings levés, ce qui en temps normal aurait instantanément refroidi les ardeurs des 2 comparses. Mais la folie qui les animait ignora leur phobie naturelle de la douleur et la carrure imposante du fermier déterminé. Cependant, les 2 hommes marquèrent l'arrêt un bref instant, avant de reprendre leur lente marche dans sa direction, comme habités par une volonté commune, silencieuse et malveillante. « C'est notre ferme familiale, et il est hors de question qu'elle devienne un foutu site touristique, » reprit Yann. « Je me fous de devenir millionnaire. C'est si compliqué à comprendre pour vous que l'argent m'intéresse pas? Je me répéterai pas. Reculez ou va y avoir un malheur. » Les 2 businessmen se lancèrent un regard complice et avançaient maintenant d'un pas déterminé vers Yann. Mordred observait toute la scène, comme paralysé. Une part de lui sentait le danger et voulait venir en aide à son frère, mais l'autre partie, celle qui voulait fuir cette vie de souffrance plus que tout, l'empêcha d'agir et le convainquit de laisser faire le destin. Lucky sauta par surprise sur Jean de la Feuille, qui fit le pas de trop. Celui-ci bascula en arrière et se protégea le visage comme il put, tentant d'empêcher l'animal de le mordre à la jugulaire. Eric profita de la confusion et fonça à toute vitesse sur Yann, les bras en avant avec la ferme intention de le pousser dans le gouffre. Mais le robuste agriculteur avait déjà les pieds bien ancrés au sol, maintenant boueux, et il décocha un puissant direct du gauche qui l'envoya au sol, le nez en sang. Un hurlement horrible déchira les airs, et Yann assista impuissant au vol plané de Lucky, violemment propulsé par Jean de la Feuille dans les abîmes. Son cri, presque humain, résonna dans sa chute qui parut interminable. Aucun son de choc, comme si la bête n'eût jamais atterri, avalée par le gouffre dans ses entrailles sans fond. Mordred hurla de douleur et courut au bord du précipice pour assister, impuissant, à la chute de son fidèle compagnon. Il resta affalé en larmes,
scrutant l'obscurité qui émanait du cercle de mort. Yann, l'âme emplie de haine, se retourna vers le bourreau qui s'était relevé, son costume couvert de boue, un sourire satisfait au coin des lèvres. « Saleté de clébard! J'étais dans mon droit! Je n'ai fait que me défendre !» commença-t-il à hurler, de la peur dans la voix, soudain conscient de son acte et des répercussions imminentes qui allaient s'abattre sur lui. « Ce n'est pas fini, Jean! Pousse-le! Termine le travail !» hurla Eric furieusement, la voix encore nasillarde, tentant vainement de se relever encore sonné par le choc et la douleur. Yann ne laissa pas le temps de quoi que ce soit au frêle avocat. Il était déjà sur lui et l'envoya au sol d'un puissant crochet du gauche à la mâchoire. Maintenant à genoux sur son torse, il lui décocha une pluie de coups de poing au visage. Jean hurlait de douleur à chaque impact. Le bruit des poings de Yann qui ricochaient sur les os du visage du tueur de chiens résonnait dans le ciel, comme un instrument de percussion qui battait le tempo du ciel en colère. Yann, le regard flamboyant, se releva et attrapa la cheville de Jean de la Feuille pour le tirer lentement au bord de l'abîme. L'avocat, le visage embouilli, couché dans la boue et paralysé de douleur, assistait impuissant à ses derniers instants, traîné lentement comme une poupée désarticulée qu'on s'apprête à jeter aux ordures. Il tentait de crier, mais le sang dans sa gorge l'empêchait d'émettre le moindre son, et seules des petites bulles rougeâtres sortaient de sa bouche entre ses dents manquantes. Arrivé au bord du gouffre, Yann souleva l'avocat comme il soulèverait un sac d'engrais, et sans dire un mot, le regard froid et le visage fermé, il jeta le corps encore en vie de Jean de la Feuille dans les ténèbres. Chapitre 5. Le choix. Je ne dirai rien, cousin. Je t'en supplie, ne fais pas ça. J'ai des gosses. Mordred, dis-lui, je ne dirai rien. Mordred, toujours à genoux au bord du gouffre, resta silencieux, scrutant le fond de l'abîme à la recherche d'un signe de vie de Lucky. Mais ce trou ne renvoyait que noirceur, comme si aucun fond ne l'habitait. Yann, habillé du masque glacial de la juste vengeance, renvoya Eric au sol d'une main et commença lentement à le tirer vers le gouffre à son tour. « Non! Ne fais pas ça, cousin! Je sais pas ce qui m'a pris. C'est ce gouffre! C'est le gouffre qui m'a rendu fou! Mordred, fais quelque chose! Il n'est pas trop tard! On peut encore devenir riches tous les trois! Je me fous de Jean! Je ne dirai rien! Je pourrais couvrir sa disparition sans problème! » Yann ne répondit pas et continua sa lente marche funèbre en direction du gouffre, empoignant fermement la cheville de son cousin, qui plantait en vain ses doigts dans la terre boueuse dans un dernier acte de survie. Yann arriva au pied du puits sans fond, souleva son cousin par le col et le laissa pendre dans le vide. Eric pleurait à chaudes larmes, les pieds battant dans l'obscurité. « Oh mon Dieu, ne fais pas ça! Je t'en supplie! Au nom de mon père, tu n'es pas un assassin! Non, je te connais, cousin! Jean l'avait mérité, mais pas moi! Tu allais me pousser dans le vide sans le moindre remords. Tu ne vaux pas mieux que ta saloperie d'avocat. Vous êtes le cancer de cette région. Non, le cancer de ce monde. »« Attends !» hurla Mordred. « Ne fais pas ça, Yann, je t'en supplie !» Yann tourna la tête vers son frère, laissant à Eric 2 précieuses secondes qu'il usa pour enfoncer son pouce dans l'œil de Yann, et de son autre main agrippa son bras de toutes ses forces. Yann hurla de douleur et recula d'un pas, permettant à Eric de rejoindre la terre ferme. À peine ses pieds eurent-ils touché le sol qu'il attrapa son cousin à moitié aveuglé et d'un mouvement de rotation le fit basculer dans le vide du gouffre. Dans un sursaut de survie, Yann agrippa le bras d'Eric dans sa chute et l'emporta avec lui, et de l'autre main parvint à se rattraper in extremis au rebord du gouffre fait de pierres suffisamment solides pour soutenir son poids. Mais pour combien de temps ? Eric eut le même réflexe félin et réussit lui aussi à s'agripper au rebord, d'abord d'une main, puis il assura sa prise des deux. Les 2 cousins pendaient au-dessus du trou noir à 1 mètre l'un de l'autre, et nul n'osait tenter de se remonter la force des bras, sentant qu'au moindre mouvement de trop, leur prise céderait sous leur poids. La pluie battante les aveuglait, et les 2 hommes terrifiés appelèrent en chœur leur unique espoir. « Mordred, je t'en supplie, mon cousin, sauve-moi. Je suis ton unique espoir de tirer d'ici. Sors-moi de là, je ferai de toi un homme riche à millions. » « Mo, vite, la pierre va céder. Sors-moi de là, frangin. »
Mordred s'avança lentement au-dessus des deux hommes et les observa silencieusement. « Sauve ton cousin et deviens l'homme que tu as toujours rêvé d'être, riche et libre. » Des voix semblables à un murmure venu d'un autre temps emplirent la tête de Mordred. « Vous les avez entendus ?» cria Mo anxieux, les deux mains sur la tête, semblant ignorer l'urgence de la situation. « Si tu sauves ton frère, il te condamnera à une vie de labeur. Tu pourriras sur ces terres, y laissant ta vie et tes rêves, comme ton père et son père avant lui. »« Taisez-vous! Taisez-vous » hurla Mordred aux voix qui résonnaient dans sa tête. « Tu sais déjà que nous avons raison. Il ne souffrira pas, mais toi oui, si tu fais le mauvais choix. Sauve ton cousin, vite, sauve-le, et tous tes rêves deviendront réalité. »« Mo, bordel, la pierre va lâcher. Vite, je t'en supplie, prends ma main !» Yann interpella son frère d'un ton calme mais pressant. Il sentait craquer le bloc de roche qui le maintenait en vie, lui et son cousin. « Mordred, cousin, je t'en supplie. La pierre va céder, sauve-moi. Tu ne dois rien, Yann. Il n'a fait que t'opprimer et te commander toute sa vie. C'est à toi de briller maintenant. Allez, tends-moi la main. » Mordred, le regard vide, se retourna vers son frère, les yeux emplis de terreur et d'incompréhension. « Tu entends, Yann ? C'est à moi de briller. Je voulais tellement qu'on brille ensemble. Tout ça est de ta faute. » Mordred détourna le regard de son frère et tendit la main à Eric. Celui-ci l'agrippa instantanément et Mordred le hissa de toutes ses forces sur le rebord. Le craquement du bloc de roche qui se détacha de la paroi n'arracha même pas un cri à Yann. Il sombra dans le gouffre sans lâcher des yeux Mordred, qui soutint son regard tout au long de la chute. La bouche de son frère resta muette, digne même dans la mort. Mais ses yeux emplis de tristesse semblaient hurler un seul mot. Pourquoi ? Chapitre 6. L'écho des abîmes. Cela faisait 3 heures que Mordred avait rejoint sa ferme, et 1 heure environ que son cousin l'avait quitté. L'orage s'était arrêté à peine les survivants s'étaient éloignés du gouffre. Son cousin avait beau l'avoir assuré sur la suite des événements et sur la justesse de son choix fratricide, Mordred ne réussissait pas à effacer de son esprit le dernier regard de son frère. Il tenta de penser à autre chose, et se remémora ce qu'il devait dire aux autres habitants qui se questionneraient bientôt sur la disparition de Yann, et du discours qu'il devrait tenir à la gendarmerie si, par hasard, il venait à l'interroger. Eric avait pensé à tout, et s'occuperait aussi de couvrir la disparition de Jean, qui avait l'avantage de ne pas avoir de famille. Demain, Eric le rejoindrait avec les documents qui feraient d'eux des associés, et d'ici quelques mois, les premiers coups de pelleteuse débuteraient le grand chantier qui ferait de lui un rentier à vie, n'ayant plus le moindre souci à se faire. N'était-ce pas là ce dont j'avais toujours rêvé ? Alors pourquoi je n'arrive pas à me réjouir ? Murmura Mordred, emmitouflé dans une grosse couverture face à la cheminée qui réchauffait son corps bientôt sec, mais pas son cœur noyé de remords. Les yeux du jeune agriculteur commençaient à peser lourd. Et bientôt, il sombra dans un profond sommeil, agité de 1000 cauchemars. « Non, je suis désolé, Yann !» Mordred se réveilla en sursaut devant la cheminée aux braises éteintes mais encore chaudes, aussi trempée que quand il s'y installa. « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Mordred se releva d'un bond et manqua de trébucher dans sa couverture. Il enfila ses bottes et sortit en trombe rejoindre le hangar. Dehors, la nuit était tombée et le silence régnait. Seul le bruit du vent perturbait le calme apparent. Il s'enfonça dans le hangar et en ressortit avec une lampe torche et une immense corde enroulée qu'il maintenait péniblement sur son épaule, et prit la direction du gouffre. Une fois sur place, l'angoisse s'empara de lui. Même dans les ténèbres de la nuit, le cercle parfait semblait dégager une obscurité quasi tangible. Presque palpable. Mordred se surprit à se sentir attiré au bord, comme si le tapis noir qui recouvrait le trou l'invitait à s'y engouffrer. La lumière de la puissante lampe torche ne décelait rien dans les profondeurs du puits cyclopéen. Comme un trou noir, il semblait littéralement avaler la lumière.
Yann? Yann, tu m'entends? Mordred eut pour seule réponse l'écho de sa voix qui sembla résonner dans les entrailles de la terre, rebondissant indéfiniment sur les parois du gouffre. Mais qu'est-ce que j'espérais? Yann est mort. Il n'y a plus rien à faire. Je suis en bas, Mo. Rejoins-moi. C'est merveilleux. Il faut que tu descendes pour voir ça. Mordred, effrayé, recula maladroitement et tomba sur ses fesses. La voix qu'il avait entendue plus tôt au bord du gouffre résonna à nouveau dans son esprit. Mais cette fois, elle semblait emprunter la voix de son frère, lui donnant un timbre qui sonnait faux, presque malsain. « C'est toi, Yann ? C'est impossible. Pourquoi je t'entends dans ma tête ? » « Descends, mon frère, et je t'expliquerai tout. Rejoins-nous. C'est merveilleux en bas. Je me sens tellement bien. » Je deviens fou. Ce n'est pas possible autrement. Je suis en train de devenir dingue. Attends, Yann, j'arrive. J'ai ramené une corde, je vais te sortir de là. Mordred se pinça fortement l'avant-bras, espérant se réveiller devant sa cheminée aux côtés de Yann qui râlerait, car il n'aimait pas que son petit frère s'endorme sur le canapé du salon. Mais non, il ne rêvait pas. Il avait bien laissé son unique frère tomber dans ce gouffre, et il entendait maintenant sa voix l'inviter à l'y rejoindre. La même voix qui l'avait convaincu de le laisser y tomber, au profit de son cousin et du sien. Arrête de réfléchir. Attache cette maudite corde à ce tracteur et prie pour qu'elle soit assez longue pour atteindre le fond. Mordred reprit ses esprits et commença à faire son meilleur nœud d'écoute double au crochet d'attelage du tracteur. Il lança ensuite la corde de 50 mètres qu'il utilisait habituellement pour le bétail et la regarda s'enfoncer dans l'obscurité. Impossible de savoir si elle y arrivait au fond, mais il lui semblait évident qu'elle ne devait même pas effleurer la profondeur abyssale que lui inspirait cette bouche infernale. Mordred n'avait pas d'équipement pour assurer sa descente, et la simple idée d'y aller en rappel le paralysa au bord du gouffre. La corde ne devait même pas atteindre le fond, pensa-t-il. Je serais incapable de remonter à la force des bras. À quoi bon descendre ? Descends, Mordred. Rejoins-nous. Tu ne crains rien. La voix résonna plus fort dans sa tête. Il dut lutter pour ne pas y céder. Je ne peux pas. Je te laisse la corde, Yann. Je peux rien faire de plus. Je suis désolé. Mordred s'en alla précipitamment, terrorisé à l'idée d'avoir perdu la raison, ou pire, d'avoir encore toute sa tête. Il rentra dans sa ferme, ferma tous les verrous et alluma toutes les lumières de la demeure avant de relancer un feu dans la cheminée. Il s'assit sur le canapé en observant les flammes du feu qui prenaient lentement. Il voulut appeler Eric pour tout lui expliquer, mais jamais il ne le croirait. Pire, il pourrait le faire enfermer dans un asile d'aliénés et le doubler sur son projet immobilier. Non, il ne pouvait rien dire. Appeler des secours ? Non plus. Il faudrait tout expliquer. La seule chose que j'y gagnerais, c'est un séjour en prison. Je n'ai pas fait tous ces sacrifices pour finir emprisonné, murmura Mordred, hypnotisé par les flammes de la cheminée. Mordred se balançait d'avant en arrière, agenouillé sur son canapé, à la recherche d'une solution. Mais il ne trouvait aucune issue qui lui permettrait de s'en sortir. Tout ça doit être mon imagination. C'est mes remords qui me hantent, se persuada-t-il. Ce qui est fait est fait. Ta nouvelle vie commence bientôt. Tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans peu de temps. Tu n'es pas fou. Mo, juste fatigué. Terriblement fatigué. Mordred s'enfonça peu à peu dans un sommeil lourd et profond. Seul refuge à cette folie soudaine qui chamboulait sa vie. Folie qui apparut en même temps que ce maudit gouffre. Chapitre 7. Régurgitation infernale. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme ? Mordred se réveilla au son des vaches qui beuglaient, comme si un loup eût pénétré leur enclos. Il regarda l'horloge murale qui indiquait 7h30. J'ai complètement oublié de me réveiller pour les nourrir. C'est vrai que c'est à moi de le faire maintenant, pensa-t-il tristement. Du moins, le peu de temps qu'il me reste à vivre ici. Ce ne sera bientôt plus mon problème. Il se força à sourire à cette idée, mais le cœur n'y était pas.
Il s'habilla précipitamment, hâté par le brouhaha du troupeau qui semblait de plus en plus affolé, et au moment où il posa sa main sur la poignée de la porte d'entrée, le raffut du bétail stoppa net. Lorsqu'il ouvrit sa porte, il lâcha de stupeur la tasse de café qu'il comptait boire sur le trajet, la préférée de Yann, celle qui disait « Je suis fermier et breton, alors pars du principe que j'ai raison ». La tasse blanche se brisa sur le sol, aspergeant de café chaud les bottes vertes de la silhouette devant lui. Mordred se tétanisa, le visage défiguré par la terreur. « Eh bien, mon cher frère, tu as l'air apeuré. Tu n'es pas heureux de me revoir ?» Devant la porte se tenait Yann et Jean de la Feuille, tout sourire. Mordred vacilla et perdit connaissance. Le jeune fermier aux cheveux d'or se réveilla sur son canapé. Il n'osa tout d'abord pas bouger, balayant la pièce du regard, priant qu'il vienne simplement de se réveiller du cauchemar le plus réaliste qu'il ait jamais vécu. Personne dans le salon. Il voulut se redresser, mais il entendit des chuchotements en provenance de la cuisine derrière lui. Il se concentra pour entendre les deux voix qui conversaient en silence, mais il ne parvenait pas à comprendre leur discussion, comme s'ils parlaient une langue qui lui était totalement étrangère. Pris de panique, il chercha du regard une arme potentielle et aperçut le tison de la cheminée à quelques mètres de lui. Il se releva lentement et fit grincer le canapé. Les chuchotements stoppèrent net. « Mordred, te voilà enfin réveillé, mon petit frère !» Mordred fit un bond en arrière et se figea contre la cheminée, comme une souris surprise par deux gros chats affamés. Il n'avait pas rêvé. Yann et Jean de la Feuille se trouvaient à quelques mètres de lui, dans son salon, le visage souriant, sans la moindre égratignure apparente, et si ce n'était leurs habits déchirés et tachés de sang et de boue. « C'est impossible, » chuchota Mordred. « Ça ne peut pas être vous, je vous ai vu tomber dans ce gouffre. » Les deux hommes qui lui faisaient face rigolèrent simultanément du même rire crispé et forcé, tout en l'observant avec un sourire niais et hypocrite. « Je sais que tout cela doit te paraître fou, Mordred, » reprit Jean de la Feuille. « Mais c'est bien nous, en chair et en os. Mais assieds-toi et laisse-nous t'expliquer. » Les deux hommes s'assirent sur le canapé en face de Mordred, qui resta debout, prêt à agripper le tison à 1 mètre de lui. « Je préfère rester debout. » Il fixait ses deux interlocuteurs sans oser cligner des yeux. « Très bien, mon cher frère. Si tu es plus à l'aise debout, alors ainsi soit-il. Veux-tu du café ? Nous en avons fait pendant que tu récupérais tes esprits. Il est excellent. Je n'avais jamais bu pareil café. » Yann ne quitta pas des yeux Mordred tout en lui tendant sa tasse de café dans sa main droite. « C'est le même café qu'on boit depuis des années, » répondit sèchement Mordred. « Oui, bien sûr. Où avais-je la tête ? Le même café. »« Cela doit être l'émotion de revenir à la surface, » intervint Jean, qui regarda Yann avec un sourire complice. « Bon, tu dois avoir un tas de questions qui te viennent à l'esprit, mon cher frère. Pose-les donc avant que notre cousin n'arrive avec les contrats. »« Quoi ? Tu as appelé Eric ? » ?»« Oui, je lui ai tout expliqué. Et je lui ai dit à quel point je me réjouissais de lancer ce projet qui va faire découvrir ce gouffre merveilleux au monde entier, lança Yann d'un ton presque trop enjoué. Mordred jura voir les pupilles de son frère changer de forme l'espace d'1 seconde. « Commence par m'expliquer comment vous avez survécu à la chute tous les deux, » interrogea Mordred, méfiant. « Je ne saurais pas l'expliquer, mon frère, c'est le gouffre. Il est, comment dire cela, magique. Il faut y descendre pour le comprendre. Je t'ai invité à nous y rejoindre hier soir. Tu ne m'as pas entendu ? » ?»« Si, je t'ai entendu, mais c'était irréel. J'ai cru que je devenais fou. Et à cet instant, je n'ai plus de doute. » Les deux hommes rirent de plus belle, rendant l'atmosphère malsaine. « Non, Mordred, » enchaîna Jean de la Feuille. « Tu n'es pas fou, jeune homme. Ce qui est fou, c'est ce que renferme cette porte. »« Porte ?» questionna le jeune agriculteur soudain intrigué. « Oui, ce gouffre est une porte vers un nouveau monde qui va tout changer. » Jean paraissait aussi enthousiaste que son frère, à chaque fois qu'il mentionnait le trou béant qui défigurait leur champ. « Et que renferme-t-elle, cette porte ?» demanda prudemment Mordred, pas sûr de vouloir entendre la réponse. « Nous ne pouvons pas l'expliquer, ça se vit. »
Oui, il faut le vivre pour le comprendre. Mais c'est si merveilleux. Le gouffre peut tout. Le gouffre est tout. Oui, merveilleux, reprit encore Yann, le regard extasié. Je ne comprends rien. Ce n'est qu'un maudit trou. Un trou si profond que n'importe qui y tomberait s'y briserait la nuque. Comment avez-vous survécu? Et comment êtes-vous remonté? Mordred sentit la peur à nouveau s'emparer de lui. Cette scène lui semblait irréelle, comme un cauchemar éveillé qui refusait de prendre fin. Non, non, vous n'êtes pas réel. Tout ça n'est pas réel. Pris d'un accès de folie ou de lucidité, Mordred s'empara du tison et fonça furieusement sur son frère, des larmes de terreur dans les yeux. Yann se releva anormalement vite, sans perdre son sourire crispé, bloqua le puissant coup de Mordred, attrapant la barre de fer qui allait lui fendre le crâne de sa seule main droite. Mordred, ébahi, lâcha le tison dans la main de son frère. Il venait de le frapper de toutes ses forces à pleine vitesse, et pourtant, on aurait dit un enfant qui attaquait un adulte avec une fougère. Il manqua de peu de retomber dans les vapes, mais se rattrapa à la table avant de reculer et de s'adosser à nouveau au mur. Il faut se calmer, Mordred. Tout ça est bien réel. Est-ce que nous allons entreprendre tous ensemble les biens aussi? Yann parlait d'une voix calme et monolithique, comme si rien ne venait de se passer, accentuant le sentiment de folie qui enveloppait Mordred. Mo, tu m'as toujours appelé Mo. Mordred, c'est quand tu es fâché avec moi. Tu es fâché avec moi, Yann? Mo, oui, c'est ça. Non, Mo. Pourquoi serais-je fâché avec toi, mon petit frère? Oh, je ne sais pas. Parce que je t'ai laissé tomber dans ce maudit gouffre à tout hasard. Ou peut-être parce que je viens d'essayer de te fracasser le crâne avec un tison de cheminée? Mordred, affalé contre le mur, pleurait maintenant à chaudes larmes. Sa réalité venait de s'effondrer. Ton frère ne t'en veut pas. Tu ne l'as pas tué. Au contraire, tu l'as sauvé. Le gouffre nous a sauvés tous les deux. Et bientôt il sauvera le monde entier, intervint Jean de la Feuille. Je ne comprends rien. Mais de quoi vous parlez? Qu'est-ce qu'il y a dans ce foutu trou à la fin? Yann se retourna vers Jean et sans dire un mot, l'avocat acquiesça de la tête et sortit de la maison, laissant les deux frères seuls. Vous êtes devenus les meilleurs amis du monde à ce que je vois. Il doit être sacrément magique ce foutu gouffre. Yann sourit étrangement et se rapprocha de son frère, lui tendit sa main droite et l'aida à se relever. Oh oui, tu n'as pas idée à quel point. Mais bientôt tu le sauras. Vous le saurez tous. Nous avons eu le temps de faire connaissance, Jean et moi, en bas. Et nous en sommes venus à la même conclusion. Le monde entier doit vivre ce que nous avons expérimenté. Et avec Eric et toi, nous allons construire ici un complexe hôtelier capable d'accueillir des milliers de gens chaque mois, qui pourront visiter le gouffre et recevoir le cadeau qui changera leur vie à tout jamais. Tu parles comme un fou furieux, je ne te reconnais pas, Yann. Tout ça n'a pas de sens. Admettons que vous ayez survécu à la chute. Comment êtes-vous remonté? Mais par ta corde, mon cher frère. Tu nous as sauvés. Foutaise! Cette corde ne doit même pas faire 1/10 de la profondeur du trou. Et où est Lucky, hein? Où est mon chien? Malheureusement, le gouffre ne peut rien pour les animaux. Par contre, pour les humains, il fait des miracles. Il nous rend plus forts, plus intelligents. Il guérit les maladies et nous donne une longue vie. Tu ne comprends donc pas? C'est un cadeau de la Terre pour l'humanité. Et notre mission maintenant est de rendre ce cadeau accessible à un maximum d'êtres humains dans les plus brefs délais. Et tu vas nous y aider. L'attitude de Yann changea brusquement. Sa voix suave se changea en ton autoritaire, presque menaçant. « Il t'a rendu aussi droitier ?» répondit Mordred, le regard soudain glacial et plein d'assurance. « Quoi ?» Yann sembla pris au dépourvu. « Ton gouffre maléfique, il t'a rendu droitier? Parce que mon frère, lui, il était gaucher, et ça le pesait énormément parce qu'il était chrétien. Et malgré tous ses efforts pour utiliser sa main droite, il n'a jamais réussi à aller contre sa nature. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Je t'ai dit que le gouffre guérissait toutes les maladies. Encore une preuve de son pouvoir miraculeux, répondit Yann, qui semblait expérimenter l'embarras pour la première fois. Qui que tu sois, tu devrais réviser ton personnage. Mon frère n'aurait accepté pour rien au monde de vendre ses terres. Je sais de quoi je parle. Je l'ai même indirectement tué à cause de ça.
Jamais il n'aurait sympathisé avec Jean de la Feuille. Et, ah oui, il ne sourit pas niaisement en utilisant des mots mielleux à tout bout de champ. Mon frère était dur, comme la vie ici, mais juste, comme la terre qui nourrit notre famille depuis des générations. Alors quoi que tu sois, et d'où que tu viennes, tu vas y retourner vite fait, et je vais fermer cette bouche des enfers une bonne fois pour toutes, pour que tu ne reviennes jamais. Et ton tour de force avec le tison ne m'impressionne pas. Techniquement, tu n'as pas besoin de moi pour vendre ces terres, vu que tu as l'apparence de mon frère. Donc si tu ne m'as pas encore tué ou poussé dans ce foutu trou pour devenir comme toi, c'est que tu n'en as pas le pouvoir. Yann tournait maintenant le dos à son jeune frère, écoutant religieusement chaque mot de son monologue héroïque. Il laissa planer un long silence avant de prendre la parole sans se retourner. Misérable parasite. La voix de Yann devint soudain distordue et plus grave. Je dois avouer que tu es légèrement plus perspicace que tes congénères. Mais tu restes du bétail voué à nous servir, d'une manière ou d'une autre. Mon Dieu, qu'est-ce que tu es? Soudain Mordred voulut disparaître à tout jamais, horrifié par la voix diabolique et contre nature qui sortait de la bouche de Yann. Il puisa dans tout ce qui lui restait de courage et d'humanité pour rester stoïque et affronter les révélations à venir. Yann se retourna lentement vers Mordred, dévoilant maintenant des pupilles jaunes, de forme reptilienne, et un sourire démoniaque habillé de dents aiguisées comme des lames de rasoir. Il n'y avait plus de doute possible. Cette chose n'était pas son frère. « Qu'est-ce que je suis ?» reprit la chose d'une voix caverneuse. « Je suis l'éclaireur. Je suis le fondateur. Je suis le début d'une nouvelle ère. Nous patientons depuis les premiers hommes, enfermés dans les entrailles de la terre, vous observant évoluer à travers les âges. Vous qui avez reçu le cadeau de la vie et de la mort, le don de la surface et du libre arbitre. Et qu'en avez-vous fait? Mort, destruction, trahison, paresse. Il est temps que vous repreniez votre place dans la chaîne alimentaire, humain. Je ne comprends rien. Tu comptes me bouffer, c'est ça? Tu comptes tous nous bouffer? La chose ria ironiquement et se rapprocha de Mordred, qui était incapable de bouger, pétrifié par l'absurdité du moment. Les yeux jaunes démoniaques lui faisaient maintenant face, et son esprit faillit s'évaporer, brisé à tout jamais devant ce spectacle qui souillait à jamais l'immaculée vérité, ébranlant les fondations même de son esprit et sa raison. Rassure-toi, vermine. Nous ne mangeons pas ceux de ton espèce. Nous avons de bien plus grands projets pour vous. Votre temps sur Terre est écoulé. Notre heure est venue, et vous allez nous servir d'hôtes. D'hôtes? Ce mot raviva un léger espoir en Mordred. Il savait déjà au fond de lui que tout était perdu, mais il préférait s'imaginer esclave de cette chose plutôt que son futur repas. Oui, tu as vu juste sur un point. Il nous est interdit de vous forcer à vous rendre dans le gouffre. Cela nous est impossible. Comme il vous est impossible, disons, de vous envoler. Nous avons nos limites, humains. Toute chose sur Terre a ses limites. C'est pour cela que vous allez rejoindre le gouffre de votre propre gré. Et chacun des tiens qui rejoindra la porte de notre monde deviendra l'hôte pour l'un des miens, lui permettant ainsi de jouir de la surface à travers vos corps faits de chair et de sang. En échange, vous jouirez de notre nature, capable de sublimer vos misérables existences. Plus de maladies, plus de vieillesse, une vie éternelle de jouissance. Une seule voie pour l'humanité, la voie du gouffre tout-puissant. Je ne comprends pas. Si vous habitez nos corps, qu'advient-il de nous? Vous continuerez d'exister à travers nous, témoins de notre grandeur pour les millénaires à venir. Évidemment, vous perdrez à tout jamais le privilège de choisir. Vous serez de simples spectateurs, condamnés à errer dans un cercueil mental, dans un minuscule recoin de nos têtes. Et tous vos efforts pour vous débattre ne résulteront au pire dans une simple migraine pour les miens, vouée à s'atténuer, puis disparaître avec le temps,
signe qu'il ne restera plus rien de vous que votre enveloppe charnelle devenue nôtre à tout jamais. Mordred s'effondra. Les aveux de la chose ne signifiaient rien de plus que la fin de l'humanité. Pour la première fois de sa vie, il se surprit à penser aux autres avant lui. Mon frère est toujours là? Yann, tu m'entends? Yann, aide-moi, il faut les arrêter! La chose attrapa instantanément Mordred par le cou et la souleva d'une main. De son autre main, elle se tint le front, comme prise d'une douleur soudaine. Je t'ai dit que tu avais vu juste sur une chose. Mordred, je ne peux pas te jeter dans le gouffre. Mais tu t'es trompé sur un point. Il m'est tout à fait possible de te tuer. Ici et maintenant. Alors pourquoi tu ne l'as pas déjà fait? La créature du gouffre étrangla si fort le jeune homme qu'il vira au violet en quelques secondes, avant que le corps de son frère ne finisse par le relâcher, le laissant tomber au sol dans un bruit sourd. Yann se tenait à présent le crâne à deux mains et hurla de douleur. « Ton frère est un sacré spécimen. Il résiste violemment et je dois avouer qu'il ne me rend pas mes premières heures à la surface des plus agréables. Mais ne te leurre pas. Il est déjà condamné à disparaître. Il mettra simplement plus de temps que les autres. » C'est grâce à lui que je suis encore en vie, c'est ça? Mordred, la voix cassée, se releva péniblement et se traîna jusqu'au canapé, où il reprit lentement son souffle. J'ai signé une sorte de pacte avec lui. Je te laisse en vie, jouir de la vie pleine de richesses dont tu as toujours rêvé. Et en échange, il me rend, disons-le ainsi, la vie plus facile. J'ai beau vous avoir observé depuis Adam, vous parviendrez toujours à me surprendre. Comment une créature aussi noble que ton frère peut-elle partager le même sang qu'un parasite comme toi? Malgré ta trahison, son attachement pour toi a fait de ma vie terrestre un fardeau. Mordred fondit en larmes. Les mots de la créature ouvrirent les vannes de la culpabilité qui le rongeait depuis la mort de son frère. « Je suis désolé, Yann. Je te demande pardon. C'est moi qui devrais être à ta place. C'est moi qui devrais. Qu'est-ce que vous attendez de moi? » Rien. Tu vas simplement signer le contrat que ton cousin s'apprête à nous faire signer. Il est convenu qu'une somme d'argent conséquente te sera versée dès la signature, te permettant de quitter cette ferme aujourd'hui. Je veux que tu partes le plus loin d'ici. Ainsi ton frère cessera de me tourmenter. Tu seras associé et percevras mensuellement suffisamment de richesses pour observer de loin le monde, lentement mais sûrement, se soumettre à nous. Dans ta tour d'ivoire, seule à connaître la terrifiante vérité, tu observeras les miens conquérir votre monde, hôte par hôte, faisant de ce gouffre un aller sans retour pour tes semblables, convaincus d'avoir découvert la porte de leur salut. Et quand tu seras fatigué de porter ce lourd fardeau, alors tu pourras rejoindre à ton tour le gouffre et t'offrir à nous, et ainsi profiter d'un pur moment éphémère de perfection, et rejoindre le grand tout qui habite les profondeurs de la terre. Un bruit de moteur retentit à l'extérieur, et la voix d'Eric, stupéfait de retrouver son associé, sonnait les derniers instants de Mordred dans ce foutu trou, comme il l'avait ironiquement toujours appelé. Dépité, Mordred se rapprocha de la chose et l'enlaça de toutes ses forces, laissant échapper une dernière larme. « Je suis désolé, mon frère. Tellement désolé. Je ne suis pas toi. Mais ça, tu le sais déjà. » La porte de la ferme familiale s'ouvrit et Eric entra, tenant dans sa main la mallette contenant les contrats qui allaient sceller le destin de l'espèce humaine à tout jamais. Chapitre 8. L'engouffrement. Room service, votre repas, monsieur. Younes, c'est vous, mon ami? Oui, monsieur.
Entrez, entrez donc. Vous savez que vous pouvez rentrer. Le jeune groom du palace 5 étoiles entra avec son chariot dans la chambre 114, où résidait Mordred depuis un peu plus de 2 ans. Je suis tellement heureux de vous revoir. On m'a dit que vous étiez absenté à cause de votre père qui était gravement malade. Vous avez raison, la famille c'est sacré. Merci monsieur. On m'a dit que vous n'étiez toujours pas sorti de votre chambre durant mon absence. Vous devriez aller faire un tour. L'air marin du sud vous ferait le plus grand bien. Non, Younes, non, je ne veux pas sortir. Ils sont... Non, je ne sortirai pas. Mordred était presque méconnaissable. Younes, qui l'avait vu entrer dans son établissement il y a de cela plus de 2 ans, avait vu la santé de son client se dégrader au fil des jours. D'abord physique. Le jeune trentenaire qui était arrivé svelte souffrait maintenant d'un surpoids dû au manque d'activité. Il n'était pas sorti de sa chambre depuis son premier jour ici. Et puis sa santé mentale aussi en avait pris un coup. Le jeune homme semblait dépressif depuis toujours, mais sa psyché semblait s'être fortement dégradée ces derniers temps. Pris de délire paranoïaque, il ne laissait plus rentrer que Younes dans sa chambre pour lui apporter ses repas et autres besoins du quotidien. « Monsieur, je suis très inquiet pour vous. Mon professionnalisme fait que je ne me suis jamais permis de vous poser de questions sur votre passé. Mais je le fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous tourmente autant, au point de rester enfermé dans cette chambre depuis 2 ans maintenant ?» Mordred, assis sur un petit canapé en velours rembourré, se laissa glisser sur son siège. Ses yeux, cernés par de grosses poches violettes, laissaient entendre qu'il n'avait pas eu de vraie nuit de sommeil depuis une éternité. Il était devenu l'ombre de lui-même. Le jeune homme autrefois lumineux et plein de rêves avait laissé place à un fantôme torturé par le passé et accro aux antidépresseurs et autres substances moins légales. Il aurait tellement voulu attraper Younes par le col, le faire s'asseoir et tout lui raconter. Mais à quoi bon ? Il avait essayé de prévenir le monde durant plus d'1 an, avant de venir se cloîtrer dans cette prison aux barreaux dorés, mais personne ne l'avait jamais cru. Il raconta d'abord son histoire à la police, qui manqua de peu de le faire enfermer chez les fous. Puis il se tourna vers les journalistes, qui le prirent pour un illuminé. Il s'exprima sur des centaines de forums anonymes sur Internet, de peur que ces choses découvrent qu'il tente de prévenir le monde et le réduisent au silence. Mais perdu dans le flot continu d'informations, personne ne le prit réellement au sérieux. Juste une théorie du complot de plus. Certes, un peu plus originale que la norme, mais rien de concret. Aucune image à se mettre sous la dent. Il traversa toute la France, toqua à toutes les portes, alla voir des maires et même des hommes politiques. Il écrivit à des généraux de l'armée, mais il ne reçut que le silence comme réponse. Comment un homme seul aurait-il pu convaincre le monde ? Il était persuadé que cette chose le savait et qu'elle l'avait laissé en vie pour ça. Elle devait même rire en l'imaginant s'agiter comme un foualier partout où il allait. Et puis un jour, il tomba sur une émission qui annonçait l'ouverture imminente du plus grand complexe hôtelier de Bretagne, l'hôtel 4 étoiles de la Porte Miraculeuse. 350 chambres prêtes à recevoir des milliers de touristes chaque mois. Impatient de découvrir cette fameuse porte miraculeuse qui promettait une expérience inoubliable, un gouffre qui menait dans les entrailles de la terre, capable de guérir toutes les maladies et de redonner force et vigueur pour toujours. Ils avaient même fait construire un monte-charge jusqu'au fond du gouffre. Cependant, le puissant fond n'atteignit pas tout de suite les attentes d'Eric et ses 2 associés démoniaques. Les gens étaient certes intrigués par ce gouffre mystérieux, mais l'attirance magnétique que Mordred ressentit quand il en observa les ténèbres de près ne semblait pas opérer à la télé ou sur les réseaux. Mais tout changea quand des vidéos avant-après de personnes malades, parfois en phase terminale et même handicapées, pullulèrent sur les réseaux sociaux. On les voyait entrer dans le monte-charge du gouffre qui s'enfonçait dans l'obscurité, et plus tard on les voyait remonter par ce même monte-charge et en sortir, pimpant, comme de nouveau-nés, guéris et l'air rajeuni. Les gens crièrent d'abord au fake, mais les opposants au gouffre se firent de moins en moins nombreux, à mesure que des stars et autres figures publiques tentèrent l'expérience et en ressortirent eux aussi, l'air plus jeunes, ou guéris d'une infirmité ou autre maladie. Quand le gouvernement voulut s'intéresser au gouffre, il était déjà trop tard. Le président en personne était venu visiter les entrailles du monde démoniaque, et ces choses en avaient pris le contrôle. Mordred était alors rentré dans une paranoïa dévorante, voyant ces choses partout, persuadé que la moindre personne qui le regardait ou qui lui souriait était l'un d'entre eux. Il pensa tout d'abord quitter le pays et partir le plus loin possible. Il en avait largement les moyens.
Il recevait plusieurs millions par mois grâce au contrat signé avec Eric. Mais il se fit une raison. Où qu'il aille, ces choses finiraient par le rejoindre et se propager comme des métastases à travers la terre. Alors il avait lâché prise, tentant de résister à l'envie de sauter par cette fenêtre du 5e étage de la chambre 114 de ce palace 5 étoiles. Chaque jour, il mangeait les meilleurs mets, comme s'il savourait son dernier repas, consommant un cocktail de médicaments, de substances illicites et d'alcool qui le tuait à petit feu, et délirait en regardant la télé, tentant de deviner si un tel ou un tel était l'une de ces choses ou pas. Mais Younes lui inspira instantanément confiance. Il lui faisait penser à son frère, quelque chose dans son regard peut-être. Cette flamme de vaincre qui l'animait lui rappelait Yann et sa jeunesse passée à la ferme. Il devint ainsi sa porte vers le monde extérieur, le seul qui l'autorisait à rentrer dans sa chambre, même s'il n'osa jamais lui révéler son terrible secret, de peur de le faire fuir à son tour. « Monsieur, que diriez-vous de... » « Mo. Je te l'ai déjà dit 1000 fois, Younes. Appelle-moi Mo, s'il te plaît. »« D'accord, monsieur Mo, » plaisanta le groom, qui n'arrivait pas à faire preuve d'autant de familiarité avec un client, aussi sympathique lui était-il. « Allons faire un tour ensemble. Je finis mon service dans 1 heure, ça vous dit? Et là, si le cœur vous en dit, vous pourrez enfin vous confier à moi et me dire ce qui vous dévore l'âme depuis si longtemps. » Je ne sais pas, Younes. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais dis-moi, je ne t'ai pas demandé. Comment va ton père? Oh, il va mieux. Beaucoup mieux. Younes observait maintenant Mordred avec un sourire exalté. « Ah, je suis heureux de l'entendre, » répondit Mordred, intrigué par le changement de comportement du groom, qui ne le quittait pas des yeux en préparant la table basse afin d'y installer le repas. « Et que disait docteur? Il est sorti d'affaire ?» Younes ne répondit pas et continua à fixer Mordred, un léger sourire niais au coin des lèvres. « Younes? Tout va bien ?» Mordred se figea soudain sur son siège. Il remarqua que le jeune homme manipulait les couverts de sa main gauche, lui qui était droitier. « Ce ne sont pas les médecins que je dois remercier pour la guérison de mon père, et pour mon état de santé personnel d'ailleurs. Je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie, » répondit le groom d'un ton enjoué. « J'ai peur de comprendre, Younes. De quoi tu parles? » « Oh, mais tu le sais très bien, mon cher ami. C'est toi que je remercie d'avoir rendu tout cela possible. Tu es un héros pour nous, tu sais. » Mordred resta paralysé, incapable d'ouvrir la bouche. Il avait compris. « Pourquoi t'obstiner à lutter, Mo? Ce qu'on renferme la porte est une bénédiction. Et quel chanceux je suis! Regarde ce corps plein de vigueur et de jeunesse dont j'ai hérité grâce à toi. » Est-ce que Younes est encore là-dedans? Interrogea timidement Mordred, les yeux emplis de larmes. Oui, il n'en a plus pour longtemps. Je l'entends encore crier dans un coin de ma tête, mais son cri se fait de plus en plus lointain. Il te passe un message d'ailleurs, veux-tu l'entendre? Il demande pourquoi. Pourquoi ne l'as-tu pas prévenu? C'est vrai ça, mon cher Mo. Pourquoi ne pas l'avoir prévenu, ton seul ami? Je ne savais pas que tu voulais aller là-bas, Younes. Je suis désolé. Tellement désolé. Arrête d'être désolé. Arrête de te torturer. Tu gâches un corps qui pourrait servir d'hôte à l'un des miens. Certes, nous pouvons guérir vos maux, mais cela nous en coûte. Alors arrête de perdre du temps et rejoins la porte. Rejoins-nous, Mo. Il n'y a aucune autre issue que de nous rejoindre. Fais-le, avant de mourir d'overdose ou de vieillesse, pour un peu que tu atteignes ce stade au rythme où tu mènes ta vie. La chose vêtue en Younes semblait profondément énervée à l'idée de voir Mordred s'autodétruire. Comme un pilote de course fulminerait de voir un bolide dans les mains d'un jeune conducteur imprudent et inexpérimenté. Le groom récupéra le chariot et s'en alla, lançant un dernier sourire mauvais à Mordred avant de fermer délicatement la porte. Mordred resta silencieux sur son fauteuil jusqu'à ce que ses larmes sèchent sur ses joues bouffies par 2 ans d'excès en tout genre. Il lui restait 3 options. La première consistait à continuer à vivre sa vie luxueuse de reclus, rongé par la culpabilité et l'angoisse, jusqu'à ce que son corps ou son esprit le lâche définitivement. Sa deuxième option se trouvait juste en face de lui. Il lui suffirait d'enjamber la fenêtre et de se laisser aller dans le vide pour mettre fin à ce cauchemar. Pour dire vrai, il y pensait souvent.
Il y pensait même tous les jours. Et ce qu'il avait vécu ce matin de septembre il y a 3 ans maintenant, quand il fut confronté à cette chose qui balaya en quelques secondes toutes ses convictions sur le monde, le convainc que le mal à l'état brut existait bel et bien en dehors des contes et superstitions de son enfance. Il l'avait vu face à face et lui avait même parlé. Il en déduit que si un tel mal existait, il devait donc aussi exister un Dieu. Et l'idée qu'il existe un paradis quelque part et qu'il pourrait en être refoulé s'il commettait l'irréparable, le terrifiait suffisamment pour réussir à réfréner ses pulsions macabres chaque fois qu'elles se présentaient. Il ne restait donc qu'une troisième option, rejoindre le gouffre. Il avait commis le pire des crimes pour quitter sa prison bretonne. Quelle ironie du sort si la conclusion finale de son histoire résulterait à y retourner pour une cellule plus petite, enfermé dans son propre esprit pendant qu'une créature démoniaque jouisse de son corps à son insu. Ta lâcheté et ton égoïsme ont tué les seules personnes qui comptaient pour toi, murmura-t-il pour lui-même. Pourtant ton frère s'est battu pour que tu survives. Pourquoi? Pourquoi, Yann? Tu pensais vraiment que j'allais sauver le monde? Moi? Pourtant j'ai essayé de les prévenir. Pendant plus d'1 an. J'ai tout essayé. J'ai tout. Mordred eut soudain une illumination. Certes, il avait tout essayé. Du moins tout ce qui, égoïstement, lui aurait permis de prévenir le monde sans en payer le prix. Il était le seul à connaître la vérité. Le seul capable de sauver cette humanité ingrate et ignorante qui ne se doutait même pas qu'elle était sur le point de se faire remplacer. Il comprit qu'il lui restait une 4e option. Cette possible fin, qu'il avait déjà secrètement envisagée, mais s'était aussitôt forcé à oublier par manque de courage. Yann, Younes, je vous le dois. 1 mois plus tard. Mordred faisait la queue dans ce large couloir, les mains enfoncées dans les poches de son épaisse doudoune. Son indique ne lui avait pas menti. À part quelques gardes de sécurité armés, aucun portillon métallique et aucune fouille pour accéder à la bâtisse qui menait au mont de charge du gouffre. Après tout, il était le seul à connaître la vérité. Et qui s'attaquerait au gouffre capable de guérir et rajeunir n'importe quel homme ou femme sur cette terre pour la modique somme de 50 €? Ces choses avaient un trait commun avec l'humanité, l'orgueil. Et Mordred allait en profiter. À mesure qu'il avançait dans la file, il se surprit à être totalement serein, comme si pour la première fois de sa vie, son âme, sa tête et son cœur étaient parfaitement alignés, prêts à accomplir sa destinée. Il ferait partie des 40 prochaines personnes à entrer dans le mont de charge. Les gens qui en sortaient passaient par un couloir qui lui était invisible depuis sa position. Il sourit en pensant que le gouffre venait de recracher sa dernière fournée. Il entra dans le mont de charge sans prêter attention aux gens qui l'accompagnaient. Il ne voulait pas voir le visage des martyrs à en devenir. De toute façon, les enfants étaient interdits. Peut-être ces choses n'arrivaient pas à prendre possession de leur âme encore pure, ou peut-être préférait-il attendre que la récolte soit mûre pour s'en délecter. La porte de l'élévateur se referma, et la personne chargée de la manipuler de l'intérieur adressa ses félicitations à ses occupants, tout en activant la manette qui enclencha la longue descente. L'expert artificier qu'il avait engagé lui avait dit d'attendre d'être au fond pour maximiser les chances de détruire les fondations du gouffre, afin de le boucher à tout jamais. Mais le plan de Mordred n'était pas parfait. Il ne savait pas à quel moment ces choses s'emparaient de son corps et en combien de temps. Il serra fort le boîtier dans sa poche, le pouce prêt à appuyer sur le bouton. Son attente parut interminable. Le mont de charge descendait à une vitesse surprenante, mais malgré tout, sa montre indiquait que 65 minutes étaient déjà passées. 66 minutes maintenant. La machine se stoppa net. Vous êtes arrivés, messieurs, dames. Une nouvelle vie vous attend. Soyez honorés d'avoir été choisis. Le lugubre machiniste enclencha l'ouverture des portes. Quand son sourire diabolique s'effaça en voyant Mordred ouvrir sa doudoune pour dévoiler un gilet d'explosifs. « Je t'aime, Yann. Pardonne-moi » cria Mordred en appuyant sur le bouton, le visage enfin habité par la paix.チャンネル